c'est un cycle de conférences qui s'inscrit, pour moi, ça fait un type de conférence que je fais depuis à peu près 2 ans, là, dont le titre est In Evidence, qui alors, change quand même. J'adapte les projets, notamment, j'étais déjà venu à Saint-Raphaël, c'est ça, pour le CAE du Var, présenter des projets, donc j'ai essayé d'en mettre d'autres, au cas où, pour pas trop vous ennuyer. Voilà. Donc pour présenter mon agence, on est une agence qui, on est essentiellement à Clermont-Ferrand, dans le Massif central. C'est la région dont je suis originaire. On est une quinzaine à Clermont, et puis désormais, depuis quelques années, il y a aussi une partie de mon équipe qui est à Paris. Ils sont 5 à Paris en ce moment. Voilà. On a travaillé au départ, tout départ de l'agence, il y a un peu moins de 15 ans, on a travaillé sur des petits projets dans ma campagne, dans le parc naturel Livre-d'Or-Forez. Différents projets, de petits projets d'équipement public dans différents villages. Et notamment, on a travaillé, c'est une des raisons pour lesquelles on a été amené ensuite à faire d'autres projets un petit peu plus loin, c'est qu'on a travaillé avec des matériaux qui étaient des matériaux dits naturels et locaux. En particulier dans le Livre-d'Or-Forez, on a beaucoup construit en pierre, en bois et en terre crue. Voilà, donc là, dans ce village de Marsac, je vous montrerai tout à l'heure ce projet rapidement. C'est un bâtiment qui est construit en pisé de terre crue et en bois. On a travaillé aussi beaucoup sur des petits projets d'urbanisme dans des territoires ruraux, dans des petits villages. D'abord plutôt sur ce qu'on appelait à l'époque des éco-lotissements. Et aujourd'hui plutôt sur c'est beaucoup mieux, sur on va dire les densifications ou les redynamisations de centres-bourgs. Voilà. Ça, c'est un des vieux projets de l'agence, un projet de logement social qui est en pierre de réemploi, c'est des pierres issues d'une ruine et en bois. Voilà, on a aussi beaucoup travaillé dans ces projets d'urbanisme sur des dispositifs plutôt on peut dire des gouvernances, des montages économiques un peu alternatifs qui nous ont permis de réaliser des objets ou des architectures ou des espaces publics qu'on n'avait pas les moyens de se payer autrement. Ça, par exemple, c'est un mur de soutènement en pierre sèche et une fontaine qui a été réalisé par une association de réinsertion. Bon, ça a duré assez longtemps parce qu'il y a eu plusieurs équipes et tout ça, mais les formateurs étaient super. Et donc on a pu, c'est dans un petit lotissement, là, dans un village, vous voyez, dans la montagne, et donc ça, c'est un petit bout de ce tout petit quartier construit en pierre sèche. Alors, d'abord, je vais vous montrer quelques projets qui ne sont pas réalisés. Vous savez ce qu'on appelle des concours dans notre métier, concours perdus ou gagnés d'ailleurs. Parce que ça témoigne aussi de l'attitude de notre attitude à l'agence, notre manière de faire, etc. Et ça témoigne aussi de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que on vit dans un monde qui est compliqué, qui est complexe, qui est de plus en plus, où il y a plein d'injonctions contradictoires qui nous sont soumis à chacun en tant que citoyen, mais encore plus en tant que technicien, en tant qu'architecte, en tant qu'artiste. Et donc on doit essayer de répondre à ça. Et on s'aperçoit que des fois, les questions qui nous sont posées ne sont pas les bonnes. Et donc quand on ne nous pose pas une bonne question, soit on répond mal, soit on change la question. Bon, des fois on répond mal, et des fois on change la question. Voilà. Et donc ça, c'est un concours qu'on avait fait il y a quelques années, c'est en Corrèze. C'était un village vacances, un ancien village vacances, donc type VF, qui avait été construit dans les années 70 sur une butte, avec une vue absolument dingue à 360, un lieu magnifique. Voilà, mais qui avait beaucoup vieilli, puisque les bâtiments qui avaient été construits à l'époque, c'était des bâtiments modulaires, et qui avaient été un peu rénovés au fur et à mesure pendant les quelques dizaines d'années qui nous séparaient de leur époque de construction. Voilà, et donc le programme du concours prévoyait de réhabiliter ces bâtiments et d'investir un peu plus de 2 millions d'euros là-dedans. Voilà, et donc en fait on a fait une analyse, nous, des investissements qui avaient été faits depuis l'époque de construction, et en fait on s'est aperçu qu'ils investissaient à peu près 2 millions d'euros tous les 20 ans. Voilà. Et donc en investissant 2 millions d'euros tous les 20 ans, ils se retrouvaient aujourd'hui avec un ensemble de bâtiments pourris.
sur un site magnifique. Voilà. Et donc, évidemment, ils avaient une baisse de fréquentation, ils n'arrivaient plus à louer, les gens n'étaient pas contents, etc. Donc, en fait, on a dit, en fait, votre idée, elle est mauvaise de réparer ces bâtiments. En fait, ces bâtiments, il y avait des bâtiments en métal avec des structures métalliques qui étaient complètement rongées par la rouille, des parties en bois qui étaient pourries, des parties en maçonnerie de parpaing, pareil, qui étaient fissurées dans tous les sens. Et pourtant, on a toujours plutôt cette attitude de dire on va essayer de conserver tout ce qu'on peut. Voilà, mais dans ce cas-là, on a fait l'inverse. En fait, on aura fait, vous voyez, ce grand schéma, un peu compliqué à comprendre, qui, en fait, décrivait leur scénario, à eux, le scénario du programme, qui avait été fait par un programmiste, et le scénario du projet, et en leur disant, en réalité, ah oui, ils avaient un truc aussi, c'est qu'ils voulaient acheter des roulottes. Ça, c'était, vous voyez, ce genre de truc qui était à la mode à l'époque, parce qu'ils avaient l'impression que c'était pas cher et tout ça. Or, c'est rigolo ces roulottes et tout, c'est vrai qu'il y a eu une mode pour ça, mais ce qui caractérise une roulotte, c'est qu'il y a une toute petite fenêtre. Et ce qui caractérise ce site, c'est que le paysage est magnifique. Voilà. Donc ça nous semblait pas non plus très adapté. Bon, il y avait tout un tas de soucis d'accessibilité, de réglementaire, etc. En fait, on a du coup proposé un projet où en gros les 2 millions, eux ils proposaient 2,6 millions, nous on a dit on va moins dépenser dans un premier temps, plutôt un peu moins, 2 millions. Et avec ça, en fait, on va construire des hébergements touristiques neufs, mais beaucoup mieux construits, donc plus cher que ce qu'ils avaient prévu. Voilà. On va en construire moins. Par contre, on va garder ceux qui existent, qui se louent encore un peu. Et du coup, on aura fait un projet sur une sorte de programme, en quelque sorte, sur plusieurs années, pour leur dire qu'ils allaient pouvoir continuer d'investir pendant les 20 ans qui venaient, donc finalement en remplaçant au fur et à mesure en fait, leurs hébergements qui étaient de mauvaise qualité. Pour les disposer aussi face à la vue, parce qu'en réalité, comme vous le savez, dans ce genre, vous avez peut-être fait l'expérience, dans ce genre d'endroit, souvent c'était des petites cabanes construites les uns derrière les autres, ce qui fait qu'en fait la plupart d'entre eux avaient la vue sur l'arrière des voisins, ce qui n'était pas hyper agréable. Donc nous on leur a proposé de construire sur les bords du site, donc avec cette vue magnifique, et puis de construire des bâtiments beaucoup plus agréables, beaucoup plus performants sur le plan énergétique. C'était des sortes de c'est construit en bois et en paille, surélevé du sol sur une sorte de grande passerelle qui était une passerelle qui permet aussi de régler toutes les questions d'accessibilité, parce que sur un site très en pente, c'est pas d'ailleurs seulement la question des personnes en fauteuil, parce qu'on peut toujours trouver un logement dans un coin, même si c'est pas très agréable. Mais c'est aussi tout le sujet des enfants, des personnes âgées, etc., qui c'est évidemment beaucoup plus confortable à plat. Voilà. Et donc on leur a proposé ça. On a aussi proposé d'avoir une partie plutôt sous forme de toile tendue, là, qu'on voit en haut à gauche. Voilà. Et en faisant ça, en fait, on leur a aussi dit, ce que vous avez qu'à faire, parce que c'était le village vacances, vous savez, c'est loué l'été. Et là, en Corrèze, en altitude, en plein vent sur une crête, c'est sûr que c'était en été moi j'ai dit hier du 15 août au 16 août, quoi. Voilà, à peu près. Donc donc on leur a dit, mais en fait, si vous... Et puis avec des coûts de fonctionnement aussi très élevés, vous voyez, les villages vacances, c'est des trucs où il y a des animateurs, le maître nageur, tout ça, ça coûte très cher en réalité. Donc on leur a dit, en fait, les lodges que vous construisez, qui vous coûtent un peu cher, les premiers, il suffit... Non, évidemment, vous allez en servir l'été, en fonctionnement VVF, quoi, donc VVF, c'est un exploitant, et l'hiver, en réalité, c'est la commune qui vous allez les louer. Vous n'avez qu'à juste faire comme Airbnb, vous avez des clés à la mairie, prenez quelqu'un qui fait le ménage, et puis vous louez ça. Et puis, ils sont très bien isolés, on met un petit poêle dedans et tout va bien. Voilà. Et en faisant ça, en réalité, le résultat, c'est qu'au bout de 20 ans, on a un équipement qui est complètement réparé, avec des bâtiments qui sont de bonne qualité constructive, et puis surtout bien orienté, quoi. Voilà. Bon, en fait, ça a bien marché. Ça a tellement bien marché qu'on a gagné le concours, en leur disant qu'ils faisaient n'importe quoi. En gros, c'était sympa quand même, ils étaient ouverts. Et puis, on a commencé de réfléchir, et puis, puis finalement, ils se sont dit, en fait, les élus se sont dit, du village, c'était un petit village, franchement, ce site, il est tellement pourri qu'on a qu'à plutôt l'abandonner, quoi, ou ne rien faire. Voilà. Bon.
c'est pas grave, je sais pas, hein, vous voyez, on a fait une démonstration, en tout cas que on a au moins, j'espère, peut-être je me trompe, mais on a au moins réussi à ne pas les, enfin voilà, alors à les conseiller sur le fait que ce qu'ils avaient prévu n'était pas bon. Un autre concours plus récent qu'on a gagné mais qui va se faire, c'est la rénovation d'un chalet dans le Sancy, dans la montagne, pour la Fédération française des sports alpins et de haute montagne. Vous voyez, c'est les refuges qu'on trouve dans les hautes montagnes. Sauf que nous, dans le Massif central, la montagne elle est un peu moins méchante que dans les Alpes, et donc les refuges ils sont un peu moins utiles, mais il y en a quand même. Et ce refuge-là, c'est un refuge qu'ils appellent de bord de route, c'est-à-dire qu'on n'est pas très, on peut y arriver en voiture, quoi. Voilà. C'est un bâtiment des années 70 qui était plutôt bien construit, de vraiment bonne qualité, avec ces formes très singulières là, que je pense que vous avez vu en montagne. Et le programme de la fédération était de pouvoir... ils avaient un programme en surface qui était légèrement supérieur aux surfaces du bâtiment existant. Voilà, il était question de garder le bâtiment existant, évidemment, même s'il n'est pas en très bon état. Donc on va réparer le toit, changer les fenêtres, etc. Mais voilà, ils avaient prévu donc une sorte d'extension, quoi. Nous, ça nous semblait un peu étrange de faire une extension sur un bâtiment avec une forme comme ça très très affirmée, hein, c'est-à-dire avec des angles très bien dessinés, hein, à l'époque par l'architecte de l'époque. Et puis dans un paysage comme ça, un paysage de haute montagne, naturel, avec des vues partout, magnifique. Donc vraiment, on n'avait pas du tout envie de faire une petite merde à côté qui serait venue concurrencer ce joli bâtiment et tout ça. Donc en fait, on a fait autrement. On a fait l'extension à l'intérieur, en quelque sorte. C'est-à-dire que il y avait des grands volumes, il y a des grands volumes dans ce bâtiment qui en font la qualité, évidemment, hein, mais il y a tout un tas d'endroits où ces volumes, un peu par les effets de changement, un peu de réorganisation pendant des années, sont devenus un peu mal fichus, un peu voilà. Donc en fait, les mètres carrés en plus, on les a fait à l'intérieur et on a cherché à réinterpréter, c'est ce truc noir là au centre là. Oui, comme si on avait enlevé le toit. Et il y avait un grand volume et puis ils avaient au centre, ils avaient un poêle. Ils ont un poêle aujourd'hui, mais bon, qui est un gros poêle en métal et du coup avec une grille autour parce que pour pas que les gens se brûlent et tout ça. Donc c'était un peu dommage, mais quelque part il y avait quelque chose d'assez beau avec ça. Et donc nous en fait on en a profité pour étendre ce principe. On a dans la région là, on a un dispositif traditionnel dans les fermes qui s'appelle les cantous. Peut-être vous avez l'équivalent chez vous, quoique il fait quand même moins froid. C'est les grandes cheminées en pierre dans lequel le foyer est au milieu d'une sorte de petite pièce dans laquelle on mettait en général la mamie pour éplucher les marrons les soirs d'hiver. Voilà. Et donc c'est un endroit bien chaud, etc., mais qui est une pièce. Voilà, c'est un dispositif assez particulier. Et donc on a proposé de réinterpréter ce truc-là, donc en construisant, vous voyez, cet objet neuf à l'intérieur du volume qu'on appelle un cantou, qui au rez-de-chaussée, c'est le bar, une cheminée, et à l'étage c'est la salle de bain, c'est-à-dire les espaces de bain associés aux chambres qui sont au premier étage. Et puis au dernier étage, c'est là où on a un peu triché, pour gagner quelques mètres carrés, finalement, vous voyez, on a ouvert une sorte de fenêtre de toiture qui permet d'installer le logement du gardien et donc de libérer d'autres surfaces pour agrandir ce qu'ils avaient prévu de faire pour les chambres. Voilà. Et donc, ça nous permet évidemment d'ouvrir le logement du gardien qui était dans un coin mal fichu. Le gardien, il vit avec sa femme, ils vivent toute l'année dans cet endroit-là. Ils partent 3 semaines en vacances ailleurs, mais sinon, ils travaillent à cet endroit-là. Donc, il y avait quand même un enjeu de rendre les choses un peu plus... leur logement un peu plus confortable, même s'ils vivent en vrai dans les espaces aussi collectifs. Voilà, et donc ça nous a permis d'ouvrir sur la très très belle vue de ce côté-là. Voilà, et puis cet objet-là, bien évidemment, comme on va beaucoup isoler, on va refaire complètement l'isolation du bâtiment en bois, le fait d'avoir de la masse à l'intérieur, c'était vraiment une très bonne chose. Vous voyez, c'est pour garder la chaleur qui sera apportée par les grandes baies vitrées qui sont au sud, ici. C'était aussi l'occasion de fabriquer une ventilation naturelle. Hein, c'est-à-dire que cet objet-là qui est vertical, il y a des sortes de cheminées à l'intérieur, donc on fait rentrer de l'air par le dessous.
par l'étage du bas. Et c'est ce que c'est l'effet cheminée, ça tire l'air vers le haut sans moteur, du coup. Voilà. Donc, en espérant qu'on n'ait pas de condensation. Voilà. Voilà, donc je voulais vous montrer ces deux projets au départ pour dire que parfois la question est mal posée, ou c'est pas qu'elle est mal posée, c'est simplement que le projet, ça sert aussi en réfléchissant, en creusant, en faisant des essais dans un sens, dans un autre, ça permet finalement de se reposer la question et qu'on voit bien que finalement il n'y a pas dans l'architecture d'un côté le programme, le maître d'ouvrage, les règlements, et puis d'autre côté les architectes, vous voyez, qui se battraient contre tout ça quelque part, et que c'est évidemment la même chose, le projet, quoi, qui est voilà. Et c'est vrai que malheureusement on a plein de procédures qui conduisent à nous séparer, c'est-à-dire à séparer l'architecte de tout ça. En particulier des questions de responsabilité, vous voyez, qui voilà, nous obligent chacun à se protéger. Et c'est dommage parce que voilà, quand on a l'occasion de pouvoir réfléchir à ces questions qu'on appelle généralement de programme, quoi, de réinterroger le programme, souvent on en arrive à des meilleurs résultats. Et voilà, et ce projet-là, le résultat aussi, c'est qu'il est, il est peu cher. C'est-à-dire que le fait de ne pas construire à l'extérieur, en fait, nous conduit évidemment à faire des économies. Que là, pour le coup, on propose de réinvestir dans cet objet central qui sera construit en pierre de Volvic, qui est une matière superbe, mais un peu cher, bien sûr. Voilà, toujours. Ensuite, je voulais vous témoigner aussi de quelques travaux, des recherches qu'on mène en ce moment à l'agence, en ce moment depuis quelques années déjà, mais sur les matières naturelles. Bien sûr, on parlera de ce bâtiment qui est en pierre, mais du coup, je voulais parler d'autre chose. Voilà, vous avez vu quelques bâtiments en bois, en voilà un autre. Et effectivement, on travaille depuis ce bâtiment-là, depuis trop longtemps, sur l'utilisation de la terre crue. Vous savez que voilà, le béton, c'est une matière qui a beaucoup de qualité et qu'on continue d'utiliser dans certains types d'usages. L'utilisation totale du béton qu'on a eu de manière collective pendant des dizaines d'années nous pose aujourd'hui des problèmes environnementaux. Et donc, un certain nombre de techniciens, d'architectes, d'élus cherchent des solutions alternatives. La pierre en est une, bien sûr, le bois aussi. Dans les matières minérales, on retrouve la terre crue. Donc voilà, c'est un bâtiment qui est construit dans un village qui accueille au rez-de-chaussée une épicerie et puis à l'étage une maison de santé. Qui est construit en terre crue avec un dispositif technique de double mur en terre, isolé à l'intérieur par du liège. Et voilà, c'est une technique qui est traditionnelle de cette région. Donc quand on dit terre crue, c'est de la terre compactée entre deux banches sans rien du tout, quoi. Voilà, sans ciment. Voilà. On met juste un peu de chaux dans les angles pour le durcir un petit peu contre les chocs. Voilà, c'est un bâtiment qui a un fonctionnement aussi bioclimatique puisque vous voyez cette partie haute là, elle permet de laisser rentrer la lumière du sud l'hiver, puisque le soleil est très haut dans le ciel, mais l'été, l'hiver il est bas dans le ciel, l'été il est très haut, donc avec un petit débord de toit de quand même 2 mètres, on empêche la lumière d'été, le soleil de l'été de rentrer dans ce bâtiment. Et l'hiver, c'est l'inverse, il rentre directement, c'est l'orange, là, vous voyez. Et à l'intérieur, on a un grand mur en terre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les matières minérales, évidemment, stockent la chaleur d'un côté quand on en a besoin, c'est-à-dire l'hiver, ou stockent la fraîcheur quand on en a besoin, c'est-à-dire l'été, et la restitue à l'intérieur. Voilà, c'est cet espace-là qui, en l'occurrence, sert de salle d'attente pour les patients des médecins. C'est... l'hiver, c'est difficile de s'en rendre compte parce qu'il y a du chauffage, donc ça marche. Voilà, personne n'a froid évidemment dans ce bâtiment. L'été, c'est très spectaculaire parce que c'est un climat continental malgré tout, même si on est un petit peu en moyenne montagne. Donc il fait quand même assez chaud. Et c'est très spectaculaire de longer ce bâtiment. Je le fais souvent parce que c'est à côté de mon village. Longer le bâtiment d'un côté vers l'autre, vers ce mur. On a vraiment l'impression de se rapprocher d'un frigo. Et ça fonctionne très bien, il faut en faire l'expérience. D'ailleurs, c'est intéressant et honnête de dire que les parties du bâtiment qui sont de l'autre côté sont un peu chaudes. On a des grandes fenêtres qui nous conduisent à avoir du mal à se protéger. Le cabinet qui est tout au bout, il a du mal à se protéger de la chaleur, pour plein de raisons.
Voilà. Donc, en tout cas, l'utilisation de la terre crue à cet endroit-là, à l'inverse, est plutôt efficace. Alors depuis, on travaille sur pas mal de projets en terre crue. On a un peu des ou en bois et ou en bois. On a un peu des projets projets de logement collectif dans pas mal d'endroits en France en ce moment. Voilà, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Angers, Paris. Ça, c'est 3 projets qui sont les plus avancés, qui vont enfin voir le jour après pas mal d'années de recherche et d'études. Où en fait, on a mis au point il y a quelques années avec un fabricant, Étienne Gay, qui est un fabricant de briques de terre crue compressées. Alors, c'est quoi les briques de terre crue compressées? C'est en fait une brique normale qu'on ne fait pas cuire. Voilà. C'est-à-dire une brique, vous voyez, qui, bon, à l'époque, au 19e, c'était des espèces de presse à main, là, où on compressait la terre dans un moule. Voilà, et donc c'est exactement cette technique-là, mais qu'on ne fait pas cuire. Et donc nous, on a mis au point avec lui un produit qu'il appelle bloc de terre crue, pas brique. C'est un peu comme ici, c'est-à-dire c'est des gros blocs qui font 120 par 40 par 40, et qui donc ont l'avantage d'être rapides à fabriquer et rapides à poser, et donc d'être performants sur le plan économique. Voilà. Ça, c'était nos hypothèses de départ. Et là, sur les 2 projets, celui de Toulouse et celui de Bassin d'Arcachon Biganos, là, qui vont attaquer en chantier là, dans celui de Toulouse la semaine prochaine, celui de Biganos, on l'espère juste avant la fin de l'année. On a des résultats d'appel d'offres qui ont globalement confirmé nos intuitions. Voilà. Donc ça, ouais, pour donner un ordre d'idée, un mur en pisé tel qu'on l'a fait là, dans le bâtiment à Marsac, bon, on avait eu un artisan pas trop cher et tout ça, il nous a coûté entre 350 et 450 euros par mètre carré selon les techniques. Mais aujourd'hui, si on était dans des grandes villes et tout ça, un mur en pisé, ça peut coûter 500, plutôt 600 euros par mètre carré. Bon voilà, un mur en béton, vous voyez, ça coûte entre 120 et 150 pour vous donner un ordre d'idée. Et là, les résultats de nos appels d'offres nous conduisent à avoir des coûts sur ces murs en briques de terre crue qui sont entre 180 et 200 euros par mètre carré, mais pour des murs qui sont finis, c'est-à-dire où on ne va pas ni faire de peinture, ni de placo, ni d'isolation selon les cas. Et notamment sur ces 2 bâtiments-là, les briques de terre crue elles sont utilisées en façade sud, donc on n'a pas d'isolation. Voilà, c'est comme ce mur. C'est un mur qui est purement maçonné. Voilà, donc ce qui permet, la terre crue, elle a ses capacités de laisser passer l'humidité, d'absorber l'humidité et de la réguler, et évidemment de stocker fraîcheur et chaleur selon quand on en a besoin. Je voulais quand même vous montrer, rentrer un peu plus dans le détail d'un de ces projets de logement, qui est celui-là. C'est un projet de 120 logements collectifs dans la même ZAC, là, à Biganos, dans le bassin Arcachon. L'aménageur, c'est Aquitanis, le bailleur social et aménageur bordelais, dont le directeur pendant longtemps était Bernard Blanc, qui est aujourd'hui un élu à la métropole. Voilà, et les urbanistes de ce projet, c'est de PMA, l'agence de Paul Roland. On partage ce projet avec nos confrères de Scalen, architectes. Voilà, c'est plutôt un projet, c'est un gros projet, hein, évidemment, 120 logements qui va changer, même si dans cette ZAC il y a pas mal de projets, c'est des territoires évidemment qui sont dynamiques, hein, comme les vôtres. Voilà, et donc nous on construit un endroit un peu particulier, vous voyez, qui est à l'entrée du quartier, de la ville, à l'entrée du quartier, face à un château d'eau qu'on voit ici, et puis à l'arrière duquel on retrouve un parc. Donc dans une situation qui est assez privilégiée, puisque c'est un bâtiment qui en fait fait à la fois l'entrée de ville, l'entrée du quartier, et qui sur l'arrière se tourne sur un parc qui a été aménagé, dont les travaux sont terminés. Voilà, on a nous proposé d'organiser les logements autour d'un grand jardin central, d'un grand patio central, et ensuite de finalement répartir un certain nombre de logements autour de cette figure, avec ce dispositif de coupe qui permet d'avoir les logements qui sont sur un rez-de-chaussée surélevé, c'est-à-dire que d'un côté ils donnent de plein pied sur le jardin intérieur, mais sur la ville, sur l'extérieur, ils sont semi-enterrés. Vous voyez, ça permet aussi d'intégrer le parking et de régler les problèmes de nappe phréatique qui sont très compliqués dans ces territoires. Et puis ensuite, c'est tout un dispositif de duplex
empilés, c'est-à-dire en fait ça se comporte un peu comme des sortes de, on peut dire des maisons les unes sur les autres, où on a essayé de travailler sur tous les codes et les habitudes des maisons, évidemment dans du logement collectif, ce qui fait que voilà, on a fait un peu l'inventaire, l'arc-en-ciel des dispositifs autour du projet, c'est-à-dire quand on fait le tour de ce truc-là, bah, finalement on se retrouve avec des cas très différents où on a, vous voyez, parfois le orange, là, 2 duplex empilés, à côté le jaune, parce qu'on avait des petites maisons sur l'arrière, donc pour ménager une sorte de politesse, on a simplement des duplex à R+1. Voilà. Puis si on fait le tour, à chaque fois on a des variations. Évidemment, quand on est sur le boulevard, on est sur un dispositif, on a des commerces au rez-de-chaussée, et puis des logements, on va dire, un fonctionnement collectif plus classique, quoi. Voilà. Et le principe de construction de cette opération, c'est des murs de refend donc avec ces briques de terre compressées, qui sont des murs porteurs, qui portent donc des prédales sur 7,50 m de portée, donc c'est très efficace, 7,50 m parce qu'évidemment c'est 3 places de parking, vous avez compris, ce qui nous permet d'avoir, voilà, parce que quand on fait des logements collectifs, évidemment les budgets sont toujours contraints, et pour arriver à pouvoir se payer des matières naturelles qui, même si on essaye de les rendre plus efficaces, sont quand même toujours un peu plus chères que les techniques carbonées. Il faut être efficace sur la structure, donc c'est ce qu'on a pu faire. Voilà, et donc ces 2 murs de refend qui sont du coup qui vont rester visibles à l'intérieur des logements et qui permettent d'avoir ce dispositif de duplex empilé. Donc finalement, oui, c'est ces murs-là qui font tout le tour du projet. Là, on a des murs tous les 3,75 m, puisqu'on a des logements qui sont, comme c'est tous des logements traversants, absolument tous les logements sont traversants. Dans une région où il y a du vent, c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser cette ressource-là. Voilà, du coup, ce qu'on aperçoit aussi ici, sur ce plan-là, mais je vais me mettre un peu plus près, c'est que tous les logements sont organisés comme ça. C'est un peu comme une maison, c'est-à-dire qu'il y a toujours une entrée extérieure, une sorte de loggia d'entrée extérieure, où on peut poser son vélo, mettre des pots de fleurs, enfin faire un seuil, quoi, en quelque sorte. Les logements, ça c'est un des logements en duplex, un T3 en duplex par exemple, et puis une loggia de l'autre côté pour évidemment les espaces de séjour qui donnent sur le jardin intérieur le plus souvent ou sur le parc. Voilà. Donc vous voyez, ça nous fait donc c'est des grands refends en briques de terre, et ensuite les façades sont des façades en mur ossature bois qui viennent donc s'inscrire entre ces refends. Voilà, c'est un projet qui on est en train de faire le pro. Voilà, c'est ce genre de projet pour plein de raisons, à la fois évidemment réglementaires, mais surtout économiques, qui prend du temps, où on a un pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà. Bon, là, on commence à voir le bout du tunnel, et on a une économie qui est pas loin d'être maîtrisée malgré en ce moment l'économie de la construction qui est compliquée. Voilà, on a réglé récemment quelques questions réglementaires à l'échelle de la ZAC, et donc voilà, on espère attaquer les travaux l'année prochaine. Et puis voilà, on a été aussi rassurés par les résultats des autres appels d'offres sur la brique de terre crue qui nous confirment dans nos hypothèses. Voilà, et puis pareil, pour témoigner ça c'est un autre petit projet qu'on fait pour l'INRA, à côté de Clermont, là, qui est un bâtiment d'accueil, qui est un peu un bâtiment démonstrateur pour l'INRA, avec donc les qualités que peut avoir un bâtiment les qualités et défauts que peut avoir un bâtiment démonstrateur, hein, c'est-à-dire pour le coup, tous les projets que je vous ai montrés, c'est des projets qui sont dans des économies normales, quoi, où on n'a pas, voilà, de temps en temps, comme tout le monde, il y a une subvention qui permet de faire un truc un peu mieux. Mais celui-là, c'est un projet qui coûte assez cher, qui est même très cher, parce que voilà, l'INRA a souhaité il s'appelle INRA E maintenant, environnement. Ils ont souhaité montrer de quoi ils étaient capables et quels étaient leurs engagements. Donc c'est un bâtiment qui est construit en bois, donc les murs et la charpente recouverts en remplis de paille, et dont les maçonneries, donc ça c'est le mur de soutènement, est construit en béton de site, c'est-à-dire il y avait un bâtiment qui était là à l'origine qu'on a démoli, et on a réutilisé une partie des gravats pour faire ce mur.
une partie, pas toute la totalité, même pas assez loin de la totalité, parce qu'on a eu du mal à le justifier sur le plan réglementaire. Et donc on a quand même été obligé d'utiliser des granulats de carrière, de la carrière qui est juste à côté certes, mais voilà, qui sont des granulats de carrière. Ensuite, on a ces murs que vous apercevez là, qui sont des murs de béton de terre. Donc le béton de terre, c'est encore notre technique. On dit aussi terre coulée parfois, c'est-à-dire qu'on ne compacte pas. En gros, on jette un mélange, une sorte de béton avec une part très réduite de ciment et de la chaux, de la terre entre deux banches, voilà, qui comme du béton en quelque sorte, sans ferraillage, qui permettent de fabriquer une matière qui est un peu moins carbonée. Alors on avait espéré arriver à ne pas mettre du tout de ciment là-dedans, parce que c'est le ciment qui coûte le plus cher en carbone bien sûr. On n'y est pas arrivé, on n'y arrive pas, on n'est pas les seuls d'ailleurs à essayer ça et ne pas y arriver. On n'arrive pas, il n'y a pas aujourd'hui de technique pour faire durcir de la matière sans la compacter. Enfin, je dis il n'y a pas de technique. Je ne connais pas de technique, je sais qu'il y a des gens qui font des recherches là-dessus bien sûr. Moi en tout cas aujourd'hui je n'ai pas réussi à mettre en œuvre une technique qui permettrait de mettre de la terre coulée, hein, c'est-à-dire vous comprenez pourquoi c'est efficace la terre coulée, parce qu'il suffit de la mettre entre deux banches et du coup c'est beaucoup plus rapide que de compacter de la terre tous les 50 cm en pisé. Voilà, bon malgré tout on a quand même réduit la part de ciment dans ce mur, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ensuite les murs de bois sont remplis, là c'était pas encore le cas sur cette photo mais c'est fait maintenant, c'est des caissons en bois donc remplis de paille, et ensuite avec un enduit intérieur et extérieur, donc qui permet de ne pas avoir de barrière hygrométrique dans le mur. Vous savez, parce que depuis la fin du XXe siècle, on s'est mis dans la construction à protéger les isolations par différents trucs, hein, du plastique en particulier, et pour empêcher, vous voyez, l'isolant d'être abîmé par l'humidité qu'on fabrique à l'intérieur. Bon, c'est une manière de faire, ça va aussi avec le fait qu'il faut ventiler et tout ça. Voilà, là ce qu'on expérimente dans ce projet-là, on essaye de réinterpréter une technique très ancienne, technique des pans de bois, hein, vous voyez, des colombages en fait, qui a été utilisée pendant des siècles, qui est de dire les matières minérales, végétales, mélangées, laissent passer l'humidité. Voilà. Et donc si elles laissent passer l'humidité, s'il n'y a pas de barrière, en quelque sorte, pas d'accident hygrométrique, eh ben, on ne va pas avoir de problème de point de rosée ou d'eau qui va condenser. Voilà, on expérimente ça. Quand je dis ça, c'est un peu ridicule en fait. On refait ce qui a été fait pendant des siècles, quoi. Voilà, mais qu'on a un peu de mal à faire ces derniers temps. Voilà, pour finir, je voulais présenter un projet un peu plus longuement, qui est un projet qu'on a fait juste à côté de chez vous. Ah, non. À Arras, donc à l'autre bout de la France. Voilà. C'est rigolo parce que c'est un chantier qui était à peu près concomitant avec celui-là. Donc il m'arrivait de... Bon, moi, comme vous le savez, j'étais pas tous les jours sur le chantier, mais il m'arrivait des fois de faire le grand écart. Voilà. C'est pas seulement un grand écart de train, c'est aussi le grand écart de tout, culturel, intellectuel, etc., qui donne... enfin voilà, c'est construire un bâtiment en pierre en Provence et construire un bâtiment, vous allez voir, en brique dans le nord de la France. Voilà, c'est deux mondes, deux aventures, voilà, c'est assez rigolo. Voilà, donc c'est un concours, un projet qu'on a fait avec Guillaume Ramilien, architecte, notre copain et partenaire sur ce projet. Voilà, on était retenu pour faire ce concours d'école lors de qui est, évidemment, nous on connaissait pas trop cette région, ni lui ni moi, mais Arras, c'est plutôt une ville bourgeoise du nord de la France, en briques, construite en briques bien sûr, en briques rouges. Cette école elle est située dans un quartier qui est plutôt un quartier historique, industriel et plus récemment d'habitat social. Mais dans une position géographique intéressante, puisque au bord de la Scarpe, la rivière là, que vous apercevez sur ce dessin. Voilà, donc vous voyez en jaune notre école, dans un site qui était un site vraiment en transformation, puisqu'il y a des nouveaux logements. Il y avait au départ un projet de gymnase qui a priori ne se fera pas, différents aménagements publics. Et puis nous, notre projet, c'est un projet de
crèches et de bureaux de la petite enfance et d'écoles maternelles. Et ils s'envisageaient à l'époque, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, de faire l'école primaire par la suite. On a le premier... la difficulté aujourd'hui quand on construit une école, surtout une école maternelle, c'est qu'on est soumis à tout un tas d'injonctions sécuritaires, notamment Vigipirate, qui se résume sur le truc. En gros, un enfant, faut que personne qui est dans sa classe, faut que personne puisse le voir de l'extérieur, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui se comprend évidemment, hein, puisque on peut s'inquiéter de tout ça. Et malheureusement qui est un peu contradictoire avec l'idée qu'un équipement public, une école en particulier, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de sociabilité. Et en particulier dans cette école-là, qui est dans un quartier plutôt d'habitat social, où le point de départ du programme, c'était qu'il y avait, je crois, 32 langues qui étaient parlées par les parents d'élèves de cette école qui devaient se déplacer. Donc du coup la question de l'accueil des parents, de l'accueil au sens de est-ce que le lieu est accueillant, est-ce que le lieu est ouvert, était une question qui se posait. Voilà. Et puis, donc on a commencé par ça en organisant, du coup, cette figure, elle témoigne de ça, c'est-à-dire elle témoigne de quoi ce grand patio central, il témoigne du fait qu'il y a une cour au centre qui est protégée de l'extérieur pour les enfants, avec les classes qui sont organisées autour, ici. Et ensuite, on voit cette espèce d'axe là sur le plan, qui va de la rue du nord vers l'arrière au sud, avec, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4 espaces qui sont les espaces les plus importants de l'équipement, puisque c'est dans l'ordre, c'est la rue, un parvis couvert, la salle qu'on appelle salle de motricité, qui est un peu la salle multifonction qui sert à plein de choses, la cour de récréation et au fond le préau. Voilà. Et donc cette chose-là, elle permet, depuis la rue, finalement de laisser traverser le paysage et aussi d'être ouverte, de fabriquer un équipement qui est quand même ouvert sur la ville. Et ça fonctionne, ouais, je vous ai mis les photos, parce que des fois on dit on va faire des transparences et puis après on voit plus rien en réalité au bout d'un moment. En fait ça marche, c'est bien. Donc ça c'est le parvis couvert, depuis la rue, c'est une photo depuis la rue, vous voyez, il y a une clôture, là on a ouvert la clôture. À l'arrière on aperçoit la salle de motricité. Un peu derrière, vous voyez, on aperçoit la cour. Et on aperçoit ici, ça se voit plus ou moins, mais je vais faire mieux tout à l'heure, on aperçoit les arbres qui sont en fait le paysage de la Scarpe qui est au fond, qui est derrière. Et vous voyez, si j'avance, on voit de mieux en mieux. C'est-à-dire que, voilà, là je suis dans la salle de motricité, donc j'avance toujours dans la cour de récréation. Là c'est le pré au fond et on voit le paysage que vous reconnaissez du coup des images d'avant tout au fond. Voilà. Et du coup, comme on est, évidemment, là, ça penche légèrement, donc l'école est en surplomb et on voit donc la cour de récréation et le préau est en surplomb sur le paysage de la Scarpe à l'arrière. Voilà. Et là, c'est la photo où on se retourne, donc on tourne le dos à la Scarpe et on regarde du côté de la ville. Donc ça, c'est la cour de récréation depuis l'arrière qui regarde donc, du côté de l'entrée et de l'accueil. Voilà. Donc ensuite, c'est bien organiser les salles de classe autour de la cour de récréation. C'est très pratique, c'est très fonctionnel. La cour de récréation devient presque une pièce en soi. Mais on avait aussi compris, reconnu, discuté de ce fait-là que la cour de récréation, c'est quand même l'espace du jeu, c'est l'espace ludique. Et les salles de classe, même en maternelle, c'est un espace d'apprentissage. Voilà, et donc symboliquement et fonctionnellement, hein, pour des questions d'acoustique, etc., en fait, on a utilisé les couloirs, qui sont en fait des galeries ouvertes sur la cour, comme des espaces tampons entre les salles de classe protégées et la cour de récréation, qui est le lieu bruyant, etc. Ce qui nous a conduit à reporter des petits jardins pédagogiques, c'est-à-dire l'espace extérieur pédagogique, pas l'espace du jeu, l'espace de l'apprentissage, en prolongement des salles de classe de part et d'autre. Bon, là et là. Voilà. Et du coup, d'utiliser effectivement ces galeries, là on voit c'est une photo depuis la cour, comme des espaces de vie, des espaces d'exposition, évidemment des espaces de vestiaires. Hein, en maternelle, c'est hyper important, les vestiaires, les chaussures, les vestes et tout ça. Voilà, et donc ces grandes galeries là, qui font le tour de la cour, en fait, elles servent à ça. Elles servent à faire tampon acoustique, symbolique, et puis c'est aussi des lieux de vie, d'exposition, de travail, etc. Voilà, et puis on voit évidemment que ça nous sert aussi à faire rentrer la lumière, puisque le toit, c'est une sorte de compluvium, mais inversé, hein, c'est-à-dire que
voyez, le toit, ils sont dans ce sens-là, ce qui fait rentrer la lumière depuis la cour dans les salles. Ça, c'est vrai que c'est aussi un autre sujet, c'est que les salles de classe, ben, c'est compliqué de suffisamment les éclairer. Et vous savez, c'est le truc de si vous êtes à côté du radiateur, à côté du couloir ou à côté de la fenêtre, bon ben voilà. Et il y a plein de pédagogues qui disent que ça a une influence directe. C'est-à-dire celui, le pauvre, qui voit pas très bien, que ses lunettes sont pas au point, et puis qui en plus a du mal à écrire et qui se trouve dans l'ombre, c'est compliqué pour lui, quoi. Voilà. Donc la lumière, c'était quelque chose dans le programme. C'est pas nous qui avons dit ça, hein, c'est le programme qui disait la lumière, c'est très important dans les salles de classe. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce dispositif qui permet de faire rentrer la lumière des deux côtés. Vous voyez que ce toit en pente par le couloir, donc ça rentre d'un côté. Et évidemment, ça rentre sur le côté des jardins pédagogiques. Voilà. Voilà. Ça, c'est la photo pour les architectes, pour les revues d'architecture. Puis après, ça, c'est la photo quand moi, j'aime bien celle-là aussi. Je trouve que ça marche bien. Non, notamment, pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait tout un travail. On a eu la ville d'Arras nous a confié une mission, d'ailleurs, exactement comme TPM ici, de mise au point du mobilier. Et donc, peut-être que là, on est allé encore plus loin. Et notamment, on a travaillé avec les équipes des services école et enfance et les enseignants sur comment on organisait la pédagogie dans une salle de classe. Vous savez, les maternelles, le principe maternel, c'est qu'il y a un fonctionnement par petits groupes sur des temps très courts et tout ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on voit de plus en plus apparaître dans les programmes, ce fonctionnement de maternelle, il est en train de se transférer très fort au primaire. Aujourd'hui, on voit des programmes, on vient de faire un concours d'école, dans le programme, c'est écrit, on ne travaille plus en primaire en mode classe 19e, quoi, comme là, avec un prof et puis des enfants qui écoutent. En fait, ils disent ça n'arrive quasiment plus en primaire, en tout cas dans cette école-là, dans d'autres, j'imagine, oui. Et on travaille de plus en plus par atelier, etc. Donc voilà, donc on a trouvé un dispositif qu'on a appelé avec le client meuble en croix. Vous voyez, c'est ces trois meubles qu'on voit au premier plan, plus celui qui est derrière, là, qui est rangé vers la porte, qui en fait sont sur roulettes. C'est des gros meubles très robustes comme ça sur roulettes, qui intègrent tout un tas de rangements pour des feuilles, des stylos, tout ce que vous voulez, qui sont aussi des espaces de travail. C'est-à-dire que c'est des tables, hein, on peut poser, dessiner dessus, quoi. Et qui joue le rôle de cloisonnement provisoire. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a des hauts et des bas aussi, qui permettent de couper la classe en 4 si on le veut, ou en 3 tel que c'est là, dans cette configuration-là, puisqu'il y en a un qui est rangé sur le côté, ou en 2 évidemment si on fait autrement, ou carrément de les mettre sur les côtés pour faire une salle, une grande salle. Vous voyez d'ailleurs dans celle-là comment ils ont fait. Oui, ils ont coupé. Ouais, il y a le meuble bas qui permet de séparer la classe en 2. Il doit y en avoir un qui est derrière et puis l'autre qui est rangé tout là-bas, comme sur la photo de tout à l'heure. Voilà. Et en fait, alors évidemment, dans les enseignants, il y en a qui rangent ces trucs-là au début de l'année et ça bouge plus de l'année. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis, il y en a d'autres qui, en fait, s'en servent réellement. Mais c'est pas grave, quand le principe de l'escamotable, des roulettes, c'est que si ça marche, c'est bien. Si on s'en sert, c'est bien. Si on s'en sert pas, c'est pas grave non plus, quoi. Voilà. Voilà. Et puis on a fait pareil ce travail, ça c'est plutôt les espaces de petite enfance, de la crèche. On a eu tout un travail, notamment avec les services. Vous savez, il y a un peu cette idée dans les espaces de petite enfance selon laquelle il faudrait que ça soit petit. Parce que évidemment, comme les petits sont petits, il faudrait que l'architecture soit petite. Bon, nous on trouvait que c'était un peu bête cette histoire, c'est-à-dire comme si les enfants ils allaient jamais, je sais pas quoi, dans un gymnase, dans une cathédrale, dans la rue, voilà, comme si c'était toujours dans une petite cabane chez eux. Donc on trouvait ça un peu bizarre, et donc en fait on a plutôt travaillé sur des espaces qui avaient des grandes variations volumétriques, c'est-à-dire des espaces qui étaient parfois très bas, effectivement très refermés, très cosy, etc. Et puis parfois, ça c'est la salle des grands, mais les grands chez les petits, vous voyez, les grands de la crèche, qui est une salle très haute sous plafond, voilà, qui en fait vient trancher avec les autres espaces. Voilà. Voilà, ça c'est les jardins pédagogiques là, que je vous décrivais tout à l'heure, qui sont où pareil, on a travaillé, y compris à l'extérieur, sur des mobiliers très spécifiques. Ça c'est des bacs qui récupèrent l'eau des toitures, dans lequel il y a des grilles, évidemment pour pas que ce soit dangereux et qu'il n'y ait pas de problème de noyade, mais qui permettent aux enfants d'avoir des jeux d'eau l'hiver. Vous voyez, on a fait une espèce de volant là où on peut tourner, ça fait sortir l'eau.
Et puis il y a même, en fait, il y a même une classe, je sais pas où ils en sont, mais ils avaient mis des poissons dedans, puisque comme voilà, il y a une grille et donc il y a de la place pour de l'eau. Voilà. Et puis on avait des bacs qui n'étaient pas remplis au moment de la photo là encore, mais qui sont des bacs de plantation évidemment. Alors je vous avais pas parlé des techniques constructives. Je le fais maintenant. C'est vous avez commencé à voir, j'imagine. Ça, c'est le schéma qu'on avait fait lors du concours. Quand on a fait la visite du concours, le gars qui s'occupait des écoles, qui s'occupe des écoles à la ville d'Arras, qui s'occupait des écoles, il nous a dit, en fait, dans le programme, on devait faire cette école en 2 ans. 1 an d'études, 1 an de chantier. Bon, n'importe qui sait que c'est compliqué de faire un bâtiment comme ça en 2 ans. Et le gars des écoles, en discutant comme ça, quand personne l'entendait, il disait non, mais de toute façon, ça, nous, on a déjà fait 2 écoles, on met 4 ans pour faire une école. Voilà ce qu'il faut. Donc bon, il nous a dit, bon voilà. Et puis bon, il y avait le maire à côté qui faisait son discours très volontariste, et notamment cette école, c'est le regroupement de 3 écoles, dont une qui était dans le quartier d'à côté, qui est un quartier en reconversion, et en fait, le départ de l'école démarrait la reconversion du quartier. Donc pour lui, c'était très important, et pas, enfin, je veux dire pour lui, pas seulement pour son agenda politique, c'était très important pour les gens du quartier aussi. Voilà, donc on s'est saisi de ce sujet-là, et avec Guillaume, on avait fait séparément des bâtiments en bois, plusieurs bâtiments en bois, et donc on savait bien ce truc-là que l'avantage du bâtiment en bois, parmi d'autres, hein, c'est d'être très efficace en termes d'enchaînement de chantier. Voilà, puisque évidemment, quand on fait les maçonneries, donc toute la dalle, ce qu'on voit là, et que les parties, on a des espaces techniques qui sont en dessous là, et pendant ce temps-là, on peut préfabriquer tous les murs et les charpentes dans un atelier. Et donc, une fois que le béton est fini, on arrive et finalement, on a superposé les deux tâches de construction de grosses œuvres. Et donc, on est très efficace. Voilà, en théorie. Et en pratique, ça a plutôt bien marché, puisque en fait, cette hypothèse-là nous a conduit à faire le bâtiment en 2 ans, plus on a eu un peu de retard, on a eu 3 mois de retard. Donc, on a quand même reporté l'ouverture. Voilà. De l'école, mais globalement le résultat est quand même très performant, c'est-à-dire on a fait en 2 ans et demi, un peu moins, des études et chantiers, ce qui est vraiment un programme réalisé au pas de course. Voilà. Donc c'était ça, hein, c'est-à-dire c'est des grandes fermes préfabriquées, qui sont des fermes sous-tendues, hein, c'est-à-dire il y a des sortes de plats métalliques qui permettent de renforcer ces fermes-là. On a aussi eu le souhait, ça c'était pareil, cette discussion qu'on avait avec les équipes du maître d'ouvrage, c'est de rendre au maximum visible la construction. C'est l'avantage de la construction en bois, hein, c'est que c'est un peu un jeu de montage. C'est d'ailleurs une chose qu'on essaye de faire, hein, c'est pour ça que cette salle est comme celle-là. Peut-être aussi pour ça que l'acoustique n'est pas encore parfaite. C'est qu'on cherche à montrer au maximum les matières de construction, notamment les matières naturelles, et en particulier dans des écoles de musique ou écoles maternelles, parce que il y a une vertu pédagogique. Voilà, on s'imagine que, peut-être c'est un peu idéaliste, mais que les enfants qui vivent dans une école en bois, peut-être comprennent ce que c'est une architecture en bois, et donc peut-être c'est une manière aussi peut-être plus tard de ne pas être effrayé par ce genre de technique. Donc voilà, tout ça c'est super évidemment, mais faire une école en bois en plein milieu d'une ville en briques, là il y avait quelque chose qui allait pas dans notre esprit. On se disait que, et pourtant on l'avait fait ailleurs séparément avec Guillaume, des bâtiments en bois, avec du bardage bois. C'est vrai, moi plutôt dans des situations un peu de campagne, on peut dire. Et voilà. Mais là, en pleine ville, dans cette ville en briques, on se disait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas satisfaisant, en particulier parce que cet équipement, il avait vraiment cet objectif pour les élus de devenir une sorte de moteur de la transformation de ce quartier et tout ça. Voilà. Et puis c'est vrai que le bois, il peut, quand il est utilisé en grande surface à l'extérieur comme ça, il peut, avec les intempéries, devenir noir, etc. Même si ça, d'un point de vue technique, c'est pas un problème. D'un point de vue de l'image, ça apparaît souvent comme quelque chose d'un peu dégradant, même pour un équipement public qui se voulait témoigner une école de tout temps. C'est vraiment quelque chose d'important dans un lieu, que ce soit dans un village ou dans une ville, dans un quartier, d'un point de vue symbolique, institutionnel, on peut dire. Donc on a travaillé finalement sur une double couche, voilà. C'est-à-dire que cette structure bois a été entourée d'une façade en briques que vous voyez ici,
qui était aussi évidemment une manière de valoriser les savoir-faire des maçons du Nord, hein, on a eu pour le coup une entreprise vraiment incroyable qui a posé Artebat, là, qui a posé ces briques, qui était, vous voyez, avec un calpinage un peu singulier, hein, comme, malgré tout, parce qu'effectivement, on cherchait aussi à expliquer ça, c'est-à-dire que c'est toujours cette ambiguïté, vous voyez, ces espèces d'inévidence, ces choses où on se dit, mais ok, c'est un bâtiment en bois, il y a plein de raisons pour dire que le bois, c'est intéressant d'en parler, de le montrer, de l'utiliser, et on est dans une ville en briques. Donc, vous voyez, cette espèce de contradiction presque entre deux époques. Et donc, on a traité cette façade en briques comme un tissu, en quelque sorte, vous voyez, comme une sorte de rideau dans lequel on aurait fait des découpes pour laisser apparaître par endroits le bois à l'arrière. C'est ce qu'on voit sur cette image. Et puis, on a utilisé aussi une brique de couleur verte. C'est une brique c'est pas du colorant, hein, c'est des argiles qui sont de cette couleur-là. C'est une brique du fabricant Wienerberger là, qui est en Hollande, mais donc juste à côté d'Arras. Voilà. Donc on a choisi cette brique verte dans cette idée. Il y a plusieurs couleurs de briques dans Arras. Bien sûr, la plupart des briques sont rouges, 98% sont rouges. Voilà, mais pour aussi marquer cette idée que cette brique, c'était pas exactement la même utilisation que sur ce qu'il y a autour, cette maison par exemple, que c'était une brique qui agissait plutôt comme une sorte de décor finalement, une sorte de décor protecteur bien sûr. Voilà. On a utilisé une brique de couleurs différentes et ensuite on a utilisé aussi pour renforcer le caractère un peu, comment on peut dire, précieux de cette... pour exprimer cette idée de tissu, quoi, vous voyez, on a utilisé de temps en temps des briques de laiton, voyez, cette espèce d'alliage là qui a un aspect doré, voilà, qu'on voit ici, qui nous a pour renforcer le caractère finalement précieux, un peu comme vous voyez, on retrouvait ça à certaines époques, à la fin du 19e, début 20e, dans les mouvements Art déco par exemple, où on utilisait comme ça des matières qui exprimaient une forme de richesse. Aussi pour dire que dans ce quartier, finalement, la façade, elle pouvait être riche et voilà, exprimer cette idée d'un tissu précieux, comme s'il avait été cousu de fil d'or, comme si on n'avait pas les moyens, évidemment, d'avoir tout en or, mais comme s'il était cousu de fil d'or. Bon, voilà. Ça va pas coûter trop cher quand même, ça va.